Réunion du comité de suivi de la feuille de route du gouvernement. C'était ce matin à la primature, présidée par Django Sissoko, à l'examen 3 rapports relatifs à la situation sécuritaire et économique du pays et à l'organisation des élections. 165 milliards de francs CFA seront nécessaires au Mali pour mettre fin au calvaire des populations qui manquent d'eau potable. Notre pays et ses partenaires sont réunis autour d'une table ronde pour trouver la solution à l'épineuse question, surtout que le déficit en eau rien qu'à Bamako est estimé à 200 000 mètres cubes. Le Bénin achète notre engrais pour plus de 15 milliards de francs CFA. C'est la société Toguna Agro-Industrie qui sera chargée de fournir les 40 000 tonnes d'engrais. Pour concrétiser l'achat, les deux parties ont signé un accord lundi dernier et les premiers camions ont déjà quitté Bamako pour Cotonou. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal. La France a un nouvel ambassadeur au Mali. Il s'appelle Gilles Huberson, un militaire diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure de France. Il a présenté ses lettres de créance ce matin au président de la République par intérim. Djankouna Traoré a également reçu les lettres de créance du nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, Gerl Andersson, un spécialiste des questions politiques. Sira Bachili nous présente les deux nouveaux diplomates. C'est un militaire qui répond désormais au nom de la France au Mali. Gilles Huberson, 52 ans, est diplômé de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure de France. Il a donc en poche un brevet de l'enseignement militaire supérieur. Le conseiller des affaires étrangères, jusque-là chef de la mission Mali-Sahel au Quai d'Orsay, a été également directeur du cabinet des Outre-mer et des collectivités locales. Gilles Huberson, officier d'active, a occupé le poste de responsable lutte antiterrorisme au niveau des affaires stratégiques de sécurité et du désarmement avant de travailler dans plusieurs sociétés. Le nouvel ambassadeur du Royaume du Danemark, lui, est en terrain connu puisqu'il était jusqu'à sa nomination le chargé d'affaires à l'ambassade du Danemark à Bamako depuis 2011. Anders Garli Andersen, 46 ans, est un polyglotte titulaire d'un master en sciences politiques, études de développement. Le diplomate a également servi au Soudan, à Djibouti, en Birmanie, au Cambodge et à l'Union africaine comme conseiller puis ambassadeur. Jeune expert auprès de l'ONU en Amérique du Sud et à La Haye, Anders Garli Andersen était le chef de section du département développement, ensuite de politique de sécurité, toujours au ministère des Affaires étrangères à Copenhague. Restons avec les activités du président de la République par intérim. Djankouna Traoré a successivement reçu en audience le représentant de l'Union européenne pour le Sahel et l'ambassadeur du Japon au Mali. Avec le premier, les échanges ont porté sur l'assistance de l'Union européenne au Mali, alors que le second a évoqué avec le chef de l'État le retour imminent du siège de la représentation du Japon à Bamako. Le compte-rendu de Aloussene Touré. L'ambassadeur du Japon au Mali est venu annoncer le retour imminent de la représentation de son pays au Mali. Celle-ci avait été provisoirement transférée à Dakar suite aux événements que notre pays a connus. La participation du Mali à la TICA a également été évoquée. Notre ambassade fait évacuation provisoire à cette occasion qu'on a pu expliquer à M. le Président et lui faire savoir notre intention de venir à Bamako dans les meilleurs délais. Deuxièmement, c'est l'invitation à la TICA de 5 conférences internationales de Tokyo sur l'Afrique qui se tiendra du 1er au 3 juin à Yokohama au Japon. Récemment nommé représentant de l'Union européenne pour le Sahel, Michel Révérend de Menton, qui revient en terre connue, a naturellement réservé sa première visite au chef de l'État. Avec Djankouna Traoré, les échanges ont porté sur un tour d'horizon de la situation globale du pays et de la sous-région. Aussi, une réunion prochaine des amis du Mali a été évoquée.
On a fait un très large tour d'horizon. Je lui ai présenté la mission qui était maintenant la mienne, qui m'a été confiée par l'Union européenne dans ses différentes composantes sur le Mali, mais aussi au niveau régional, puisque la situation actuelle a une composante régionale très importante. J'ai eu l'occasion de lui confirmer, de lui redire à quel point tous les acteurs européens sont très sensibles à l'ouverture d'un dialogue le plus fort, le plus large possible avec bien sûr l'ensemble des acteurs de la vie politique, de la vie sociale malienne. Nous avons évoqué la préparation des prochaines élections. Nous avons évoqué aussi la préparation de la conférence du 15 mai prochain à Bruxelles, dont nous attendons tous qu'elle soit un moment très, très fort. Beaucoup de personnalités seront là et nous pensons que ça doit être un moment très fort des relations entre le Mali et l'Union européenne, bien sûr, mais le Mali et l'ensemble de la communauté internationale. Le représentant de l'Union européenne pour le Sahel a également été reçu par le Premier ministre autour de questions qui intéressent l'avenir du Mali et du Sahel. Réunion ce matin à la primature du comité de suivi de la feuille de route du gouvernement. Les membres du comité ont examiné 3 rapports relatifs à la situation sécuritaire et économique du pays ainsi qu'à l'organisation des élections. Cette deuxième rencontre des membres du comité était présidée par le Premier ministre. Reportage de Adama Kodjo. 3 rapports sont soumis à l'examen des membres du comité de suivi de la feuille de route du gouvernement. Il s'agit des rapports élaborés par les commissions en charge du suivi du processus électoral, de la défense et de sécurité et de l'économie. Des mesures sont en train d'être mises en œuvre pour que le tissu social puisse être remis en bon état. C'est une action de longue haleine probablement qui ne pourra pas être entièrement résolue pendant la transition, mais les actions importantes sont en train d'être menées au niveau du gouvernement pour la réalisation d'infrastructures, en particulier dans les zones où les infrastructures ont été particulièrement détruites. Et on a beaucoup parlé effectivement du problème des indemnisations. Et le Premier ministre a donné des directives claires. Une loi d'orientation a été prise déjà pour régler ce problème d'indemnisation. Le décret d'application de cette loi est dans le circuit. Pour le respect du calendrier électoral, d'intenses activités sont menées par le ministre en charge de l'administration territoriale et le comité compte sur l'implication de tous les acteurs pour réussir le processus électoral. Nous avons un comité interministériel de suivi du processus électoral qui a été mis en place, présidé personnellement par le Premier ministre et qui va régler tous les problèmes de détail, des problèmes techniques et des problèmes d'arbitrage dans la conduite du processus électoral. Donc la coexistence entre ce comité interministériel et le comité de suivi de la feuille de route ne pose véritablement pas problème. Une bonne nouvelle quant à la défense et la sécurisation du territoire national. Boubacar Sow annonce que d'ici mi-mai, aucune portion du territoire ne sera sous occupation de forces rebelles. Cependant, il subsistera des problèmes de sécurité qu'il faut résoudre. Et ces problèmes de sécurité ont été abordés par le ministre de la Sécurité intérieure et à travers le déploiement progressif des services de sécurité et au niveau des chefs-lieux de région. Et cette action va se poursuivre au niveau des cercles et des arrondissements. L'examen du rapport de la commission communication et mobilisation sociale et action humanitaire est renvoyé à la réunion prochaine du comité. Le ministre de l'économie, des finances et du budget informe le public que la situation du compte bancaire ouvert à la BDM-SA, intitulé « Appui aux forces armées », présente à la date du 12 avril 2013 un solde de 2,537 937 634 francs CFA. Le ministre de l'économie, des finances et du budget renouvelle sa profonde gratitude à l'ensemble des généreux donateurs et les informe que la liste complète des donateurs figure sur le site web du ministère. Le président de l'Assemblée nationale par intérim a reçu cet après-midi les pionniers du Mali. Le commissaire Mohamed Doumbia et ses camarades étaient venus soumettre à Younousi Touré le projet d'institutionnalisation de leur mouvement et son retour probable dans les écoles. Mohamed Doumbia, à sa sortie d'audience, s'est exprimé au micro de Nando Dambeli. On était venus pour échanger au fait sur quelques points. C'est surtout pour le retour de l'éducation pionnière à l'école.
car on s'est dit, après une analyse, on s'est dit que la situation que nous vivons aujourd'hui est due, c'est vrai, il y a plusieurs facteurs, mais quelque part, il y a une perte de valeurs, une perte de nos valeurs qui est à la base, une perte de notion de civisme, de citoyenneté et même de patriotisme qui est là. Donc voilà pourquoi on était venu solliciter le président pour voir comment cette éducation pionnière peut retourner à l'école. Et en plus, on a entamé une campagne de sensibilisation sur la connaissance et la compréhension des emblèmes de la République, et notamment le drapeau et l'hymne. Car on constate que, je me permets de le dire, une sorte de profanation de ces emblèmes au sein de la nation. Le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des honorables députés qu'une séance plénière de la session ordinaire en cours se tiendra demain, vendredi 19 avril, les jours suivants s'il y a lieu, à partir de 10 h dans la salle Modibo Keïta. Le projet d'ordre du jour porte sur des délibérations sur le projet de loi autorisant une deuxième prorogation de l'état d'urgence institué sur le territoire national et sur des communications. Le président s'est compté sur la présence effective des honorables députés. La séance est publique. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire a ouvert ce matin la première réunion des services de renseignement de la région sahélo-saharienne. L'objectif est de diagnostiquer toutes les questions liées à la stabilité et au renforcement de la paix dans la région. Youssouf Diakité. Cette rencontre prépare la 4e réunion du groupe de contrôle et de suivi de la sécurité dans la zone sahélo-saharienne. Une réunion qui se tient ici ce vendredi même à Bamako. L'objectif est de diagnostiquer toutes les questions liées à la stabilité et au renforcement de la paix et la sécurité dans la zone. Contribuer plus efficacement à la lutte contre les réseaux terroristes, criminels qui opèrent dans la région, mais également pour nous attaquer aux problèmes qui sont posés par la prolifération d'armes dans la bande sahélo-saharienne. La réunion proposera également des solutions pour l'éradication du terrorisme qui constitue, selon les initiateurs, une menace internationale. Le CISA est disposé à apporter sa contribution, notamment dans le domaine du partage du renseignement, de la surveillance et du contrôle des frontières, de la réforme du système de sécurité malien et plus particulièrement la consolidation des services de renseignement maliens. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest estime qu'il faut rapidement corriger les faiblesses constatées quand il s'est agi de sauver le Mali tant sur le plan militaire que celui de la gouvernance. Les événements que nous avons tous vécus de près ou à distance ont démontré qu'aussi longtemps qu'au niveau de l'Afrique, nous n'arrivons pas à avoir la maîtrise de ce domaine, il nous sera difficile de bâtir les bases de notre indépendance et de la garantie d'assurer efficacement la défense de nos territoires. Une coopération s'avère indispensable entre nos États si nous voulons réellement gagner le pari de la lutte contre le terrorisme organisé. Les actions de sécurisation des régions libérées sont en cours et nécessitent une coopération accrue de nos services de renseignement pour mener efficacement la guerre asymétrique à laquelle nous ont soumis ces criminels. Il convient de rappeler que pour prévenir et combattre le terrorisme efficacement, une coopération s'avère indispensable entre nos États dans la mesure où aucun État à lui seul ne peut venir à bout de ce fléau. Les participants sont venus du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Conakry, du Tchad, du Niger, du Nigeria et de la Libye. Le Mali et ses partenaires tentent de trouver une solution à l'épineuse question de la problématique de l'accès des populations à l'eau potable. Ils sont réunis à la faveur d'une table ronde dont les travaux ont débuté ce matin. La question est cruciale puisqu'on estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Il s'agit donc pour les deux parties de relancer le projet de financement du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Bamako à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA. Reportage de Mohamed Diarra.
Le gouvernement du Mali et ses partenaires financiers ensemble pour donner de l'espoir à des milliers de personnes toujours privées d'eau potable à Bamako. La situation s'est aggravée en cette période de canicule. On estime à 200 000 mètres cubes le déficit de production d'eau à Bamako. Une situation qui s'explique par la forte croissance de la population. Cette table ronde vise à relancer le financement de l'ambitieux projet d'alimentation de la ville de Bamako en eau potable à partir de Kabala. Le projet nécessite un financement de près de 165 milliards de francs CFA, toutes composantes confondues. La station qui sera installée à Kabala, les ouvrages de stockage, les châteaux et les réseaux de distribution d'eau aux populations. C'est la crise politico-sécuritaire qui a freiné les travaux de construction de la station de pompage de Kabala. Les bailleurs ayant suspendu leurs appuis financiers, ce qui a entraîné un déficit d'investissement de plus de 60 milliards de francs CFA. Vous comprendrez que la présente rencontre est d'une grande importance pour mon département, car elle doit marquer le début de la concrétisation d'un autre rêve, en traçant le chemin vers la réalisation d'un projet fort longtemps attendu depuis près de 15 ans. Par la population de la ville de Bamako et environ. En attendant la fin des travaux de la station de Kabala, le gouvernement a pris des initiatives pour faire face au déficit actuel d'approvisionnement en eau potable des quartiers périphériques de Bamako, avec la construction de stations compactes à Missabougou et à Kalabankoro. La fin des travaux est prévue courant cette année. Cette initiative du gouvernement du Mali bénéficie de l'appui des partenaires techniques et financiers, qui affichent de bonnes intentions de financement. La réussite de cette réforme institutionnelle permettra davantage de transparence et d'efficacité. Elle demeure le plus grand défi à finaliser au cours des prochains mois. Nous, PTF, nous assurons, Monsieur le ministre, de notre soutien constant pour l'achèvement de ce processus. Avec cette table ronde, c'est un nouveau départ dans les relations de partenariat entre le Mali et ses partenaires. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, sous l'égide de l'Union africaine, de la CEDEAO et de l'ONU, organise demain, vendredi 19 avril, au Centre international de conférence de Bamako, la 4e réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali. Et par rapport à cette 4e réunion du groupe de soutien et de suivi sur la situation au Mali, prévue donc demain, le ministre informe la presse nationale et internationale que des badges sont disponibles et peuvent être retirés contre la présentation de la carte de presse au Centre international de conférence de Bamako. Toguna Agro-Industrie accroît sa part de marché dans la sous-région. Cette usine malienne va fournir 40 000 tonnes d'engrais au Bénin pour un coût total de plus de 15 milliards de francs CFA. Une convention a été signée lundi dernier dans ce sens entre le ministre béninois de l'Agriculture et le PDG de Toguna Agro-Industrie. Les premiers camions ont quitté hier Bamako pour Cotonou. Reportage de Bourama Traoré. C'est un point de plus que vient de marquer Toguna Agro-Industrie. L'usine va fournir 40 000 tonnes d'engrais au Bénin pour la campagne cotonnière 2013-2014. Le coût de l'opération est évalué à plus de 15 milliards de francs CFA. Toguna Agro-Industrie accroît ainsi sa part de marché dans la sous-région. C'est à 18h40 ce mercredi que les premiers camions ont quitté Bamako direction Cotonou, la capitale béninoise. Et la société s'est dit déterminée à réussir le pari. Nous nous sommes engagés à livrer les engrais dans de bonnes conditions et nous allons nous en tenir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, grâce à l'effort des autorités du Bénin et du Mali, nous avons vu partir les premiers camions pour le Bénin. Nous osons espérer que les choses se passeront bien sur la route et s'il plaît à Dieu, nous allons respecter les délais contractuels. Le délai contractuel est fixé à 2 mois. Pour la campagne agricole 2013-2014, le Bénin voit grand. Le pays de Yayi Boni projette d'atteindre 600 000 tonnes de coton graine contre 240 000 tonnes la campagne écoulée. Un objectif ambitieux dont l'atteinte dépend en partie de la disponibilité des engrais. Et le choix de Toguna Agro-Industrie pour mener cette opération a bien des explications. Le chef de l'État, il le dit souvent, il faut que l'Afrique parle à l'Afrique. Voilà une manifestation concrète. Nous avons lancé un appel d'offres international et le chef de l'État a préféré qu'on prospecte d'abord la sous-région. Vu la capacité de Toguna, il a soumissionné et le conseil a été unanime qu'on fasse confiance au Mali.
Le Bénin vient donc rallonger la liste des partenaires de Toguna Agro-Industrie. La société a fait ses preuves dans 7 autres pays du continent, preuve de son sérieux, de son savoir-faire, reconnu et apprécié. C'est la loi du marché qui a joué ici. Ce n'est pas pour les beaux yeux d'un opérateur économique que le gouvernement du Bénin s'est levé et puis dire bon voilà, je viens là. C'est vrai qu'il y a une préférence qu'il faut avoir et l'appel d'offres a été lancé. Et Toguna a soumissionné, il a emporté dans des conditions de transparence requises. Par ailleurs, les 40 000 tonnes d'engrais ont fait l'objet de la signature d'une convention entre le ministre béninois de l'Agriculture et le PDG de Toguna Agro-Industrie. Une convention qui a été signée le lundi dernier. Plus de 9 millions de francs CFA, c'est le montant du don remis hier au ministre chargé du budget pour l'armée malienne. Les donateurs estiment que rien ne doit être ménagé pour la reconquête du territoire national. Reportage de Mamouro Sidibi. Suite à l'appel du président de la République par intérim, les Maliens continuent de manifester leur solidarité en faveur de notre vaillante armée nationale. C'est ainsi que le ministre délégué chargé du budget a reçu des dons de diverses origines. Il s'agit de celui de la commune rurale de Sumpi dans le cercle de Niafenke qui s'élève à 2 055 000 francs CFA plus un taureau. De la communauté Peul de Tchonki dans la commune rurale de Tonka qui offre 2 200 000 francs CFA. De l'association pour le développement de Nyoro 2 millions de francs CFA. De l'association des ressortissants de Bafoulabé à Bamako, 300 000 francs CFA, et enfin des résidents du foyer d'Aubervilliers en France, 2 700 000 francs CFA. Au nom du président, au nom du gouvernement du Premier ministre, je vous dis merci. Les fonds qui sont ainsi reçus, les fonds qui sont apportés tous les jours pour l'effort de guerre, rassurez-vous-en, ces fonds seront utilisés judicieusement, ces fonds seront utilisés tels que vous voulez qu'ils soient utilisés. Ces fonds seront utilisés uniquement pour l'effort de guerre. Marempa Samoura se dit fier de l'élan de solidarité des Maliens. Une solidarité qui le rassure dans le combat pour la reconstruction nationale après la victoire finale. Journée d'échange sur la gestion des finances publiques. Les agents du bureau du vérificateur général et les représentants des structures de contrôle des finances partagent leurs expériences pour l'amélioration de la gestion des finances publiques. Au menu des travaux, 4 communications, dont une relative à la synergie d'action entre les intervenants du secteur. Ramata Konaté était présente à l'ouverture des travaux. Voici son reportage. Comment construire un partenariat solide pour améliorer la gestion des finances publiques? Le bureau du vérificateur général et les structures de contrôle en font leur préoccupation. Les deux parties échangent sur la synergie d'action entre les organes de contrôle et le système de contrôle de 3 structures, notamment la section des comptes de la Cour suprême, le contrôle général des services publics et le bureau du vérificateur général. Ce rendez-vous des gestionnaires, selon son initiateur, a un double enjeu. Il est stratégique dans la mesure où il prouve la cohésion d'ensemble de la politique de notre pays face d'une part aux préoccupations de nos concitoyens qui ne comprennent pas toujours notre système de contrôle et d'autre part à celle de nos partenaires techniques et financiers qui imaginent et encouragent plus de concertation entre nos structures de contrôle. L'enjeu est aussi technique parce que notre collaboration permet d'atténuer substantiellement les possibles redondances du contrôle et de cultiver l'efficacité et l'efficience d'une démarche raisonnée du contrôle. Ces échanges devront donc permettre à ces acteurs de mieux explorer leur champ commun, à savoir le fonctionnement, la gestion administrative, financière et comptable des services et organismes publics. Cela en vue de fédérer les efforts de lutte contre la mauvaise gestion. C'est officiel, Soumana Sako sera le candidat de la SNAS Fasoere à l'élection présidentielle de 2013. La nouvelle a été donnée ce matin à la presse à l'occasion d'une conférence. La conférence animée par les membres du comité exécutif du parti a aussi porté sur le mandat de la MISMA et sur l'aide publique aux partis politiques, entre autres. Le compte-rendu de Modibo Mariko.
La candidature du président de la CNAS face au RR est un des points saillants de cette conférence de presse. Zoumana Sako sera le porte-flambeau du parti et de ses alliés à l'élection présidentielle de 2013. En prenant cette décision, le comité exécutif ne fait qu'entériner une des recommandations du Congrès tenu en décembre 2011. D'autres partis ont apporté leur soutien pour le Dr Zoumana Sako en 2013. Notre candidat sera le candidat pour le changement, pour une gouvernance vertueuse et pour la réhabilitation de la politique et des politiciens. Un appel est lancé aux forces progressistes et démocratiques à se joindre au Dr Sako pour relégitimer l'État et pour amorcer un nouveau départ, le vrai, le bon, pour le Mali. La CNAS face au RR ira avec ou sans la suppression du parrainage de la loi électorale, mais pas sans la libération de Kidal. Les partis, tout en reconnaissant la nécessité du financement de la MISMA, s'opposent toutefois à toute idée de sa transformation en force de maintien de la paix sous l'égide de l'ONU. Ce qu'on doit faire, c'est d'aider le Mali, c'est d'aider l'armée malienne réellement à bouter hors les terroristes, les djihadistes et à vaincre les séparatistes. La CNAS face au RR réitère sa proposition aux partis politiques de renoncer à l'aide financière de l'État. Les partis proposent pour cela que cette aide, qui s'élève à près de 2 milliards de francs CFA, soit versée pour contribution à l'effort de guerre. Parlant de la commission Dialogue-Réconciliation, le parti de Zoumana Sako marque son adhésion à sa mise en place, même s'il regrette au passage ce qu'il a appelé un déficit de concertation à cet effet. Parlant de l'attribution de la 3e licence de téléphonie mobile et de l'achat des véhicules pour l'armée, la CNAS face au RR demande tout simplement à l'Assemblée nationale de se saisir de la question en vue de la transparence et d'une meilleure information du peuple. Hier, mercredi 17 avril, une délégation de l'Union des mouvements et alliances du Mali, UNAM, conduite par son président Jamil Bitar, a rencontré au siège de l'UDD une délégation de l'Union pour la démocratie et le développement, conduite par son premier vice-président, Dr Issa Paul Diallo. Les deux parties ont procédé à un échange fructueux au cours duquel ils ont constaté leurs communes préoccupations face aux grands problèmes de l'heure. Comment venir à bout de l'insécurité dans le cercle de Gao? La question était au centre d'une rencontre entre les autorités du cercle, les élus municipaux et les chefs coutumiers. Les participants recommandent entre autres une meilleure sensibilisation des populations afin qu'elles collaborent avec les forces de défense. Reportage de Driss Akoni. Rien ne serait de trop pour mieux sécuriser les zones libérées de l'emprise des terroristes. Deuxième du genre, cette réunion de sécurité du cercle de Gao vise à engager davantage les populations à une franche collaboration avec la grande famille des forces armées. Pour consolider cette confiance, les poches de résistance et les caches d'armes doivent être dénoncées aux autorités compétentes. Cela ne saurait se réaliser sans l'adhésion totale des communautés. Les élus et les chefs de village rassurent. Toutes les populations dans la région, dans le cercle, aujourd'hui qui vivent sur le territoire, sont en train de faire en sorte qu'on dénonce ceux qui nous ont assaillis. Par exemple, quand les forces étaient arrivées chez nous à Forgo, les jeunes ont montré un obus qui a été fixé à 19 km à 23 h contre l'aéroport de Gao. On a donné plus de 40 cartons de munitions et de médicaments, plus les armes. Malgré les résultats probants de cette collaboration, des zones d'ombre planent encore. C'est pour cette raison que les forains, les bergers, les perruquiers passeurs ou pêcheurs, bref, chacun doit jouer sa partition. Les populations composent, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas atteint tous les objectifs. La preuve, au cours de cette rencontre, vous avez entendu un certain nombre de propos qui semblent dire que jusqu'ici, il y a des zones d'ombre, il y a des localités qui sont susceptibles encore d'abriter quelques groupuscules de terroristes et en même temps de constituer des caches d'armes potentielles ou réelles. Après 11 mois passés sous le joug des terroristes, tous sont unanimes que le développement d'une communauté passe par une stabilité durable.
Dans la même lancée, notez que plus de 20 tonnes de matériel de guerre ont été saisies sur le théâtre des opérations à Gao et environ. Des matériels qui constituent la moisson de plusieurs mois de patrouille des forces présentes sur le terrain, appuyées par l'opération Serval. Les matériels dotés d'une capacité de destruction massive sont stockés dans les magasins du camp Firoun. Drissa Kone est allé voir. Depuis le début des opérations militaires, les forces présentes sur le terrain multiplient des patrouilles à la recherche d'éventuels djihadistes et d'armement. C'est au cours de ces opérations que des armes de destruction massive ont été saisies. Cette présentation vise à informer l'opinion nationale et internationale de l'effort déployé par nos forces armées et leurs alliés. Tout ce qu'on vous a montré suffisait pour détruire les bâtiments, pas seulement au nord, mais partout sur le territoire du Mali. Vous allez voir le reste des bombes et roquettes de l'autre côté. Et les munitions que nous avons ici pouvaient tuer 2 fois tous les Maliens. On a assez de munitions ici pour pouvoir tirer 2 fois sur tous les Maliens. Ces butins de guerre sont entre autres des armes comme les PM et les carabines, les mitrailleuses lourdes telles que les 12-7, 14-5 et les armes de DCA ZOU-23, des obus de LRM, des roquettes de BM-21 à portée de 20 km, des mortiers de 82 et de 60 mm, de nombreuses munitions parmi lesquelles des canons de 37, 7,62, 12-7, 14,5 mm et les racés, des grenades offensives et défensives, sans oublier des ceintures explosives et des bombes artisanales. Les ceintures explosives que les djihadistes utilisent, c'est mélangé avec des poudres de TNT. Et même qui préparent ça, poudre de TNT, les billes pour le déroulement des véhicules, les grains, les morceaux de grains, ils les remplissent à la dent, ils mettent un cordon détonnant, les détonateurs électriques, après ils mettent une charge qui permet de les alimenter. C'est la première fois qu'on voit ici, dans ce pays, des explosifs en gel qui ont été récupérés sur le terrain, au niveau du Gourma, avec un certain nombre de détonateurs électriques. En plus de ces armes et munitions, des véhicules tout-terrain et de nombreux pneus ont été récupérés. Retour à Bamako pour parler de la prise de fonction du nouveau directeur général de la police. Nommé le 10 avril dernier, c'est aujourd'hui que le nouveau directeur général de la police nationale a pris fonction. L'inspecteur général Alioune Badra Diamoutene remplace Wodjouma Kone. La passation de commandement a eu lieu ce matin à l'école nationale de police, assise à Tomikorobougou. La cérémonie a regroupé plusieurs autres personnalités de la police et d'autres corps. Le nouveau directeur général a été président de la commission de sécurité du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations que le Mali a abrité en 2002. Il est désormais le directeur général de la police nationale. Santé à présent, les membres du comité de pilotage du projet de création des zones libérées durablement de la mouche tsetse et de la trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est sont en conclave depuis ce matin. C'est à la faveur de la tenue de la 8e session de leur comité, session consacrée notamment à l'examen et à l'adoption des projets de programme d'activité et du budget 2013. Nando Dambélé. Le projet de création des zones libérées durablement de la mouche tsetse et de la trypanosomiase en Afrique de l'Ouest et de l'Est PATEC entre cette année dans sa dernière phase. Les membres de la 8e session du comité de pilotage doivent à cet effet travailler pour une relance des activités. La 8e session du comité de pilotage se tient dans un contexte de relance des activités en fait au niveau des 2 zones du projet, parce que nous avons toujours intervenu dans la zone du bassin du Niger et cette année nous comptons vraiment étendre nos activités à la zone du bassin du Bani. Ambitieux, le programme d'activité 2013 nécessite un budget prévisionnel de 1,13 milliard de francs CFA. L'examen des documents issus de la 7e session laisse voir une lueur d'espoir. En 2012, les fonds du projet ont été gelés suite à la crise que notre pays connaît depuis plus d'1 an. Cela n'a pas permis d'exécuter à souhait son programme d'activité. Cependant, des actes de lutte ont pu être réalisés dans le bassin du fleuve Niger durant cette période. Ce programme minimum essentiellement focalisé sur le contrôle des densités des mouches, l'installation des pièges et écrans sur l'ensemble de la zone de lutte,
La mise en place des barrières a permis de réduire à plus de 85% la population de Moussirse. Évoluant initialement dans le bassin du Niger, le projet doit couvrir pour sa dernière phase le bassin du Bani. Lutte contre la piraterie, un véhicule 4x4 et 10 motos pour renforcer les capacités opérationnelles du Bureau malien du droit d'auteur. Le geste est du ministère de la Culture et c'était lors de la cérémonie de clôture des journées de mobilisation contre la piraterie. Le département et ses partenaires sont plus que jamais déterminés à combattre le problème. Cheikh Oumar Sangari. Durant 3 jours, artistes, écrivains, opérateurs culturels et autres agents des services de répression se sont mobilisés autour du Bureau malien du droit d'auteur. Objectif, faire face à la piraterie. Ils ont profité des différentes rencontres pour formuler des recommandations afin de mieux promouvoir et protéger les créations artistiques et littéraires. Les dites recommandations visent essentiellement la modernisation de cette lutte. Une plus grande implication des pouvoirs publics, autorités administratives, judiciaires et politiques dans la lutte contre la piraterie des œuvres littéraires et artistiques. L'adaptation du cadre juridique, réglementaire notamment, au nouvel environnement né de l'évolution technologique. La conception et la réalisation d'une boutique virtuelle pour la vente en ligne d'œuvres maliennes. Le ministère de la Culture a mis à profit la cérémonie pour renforcer la capacité opérationnelle de sa brigade anti-pirate qui est le Bureau malien du droit d'auteur. Ainsi, il lui a offert un véhicule 4x4 de marque Toyota et 10 motos Jakarta. Nos attentes sont comblées parce que nous avons eu une grande mobilisation des artistes, des producteurs et des services comme la douane, la gendarmerie, la justice. Ainsi que tout le personnel du bureau du droit d'auteur aussi. Le réseau des pirates est vaste et son démantèlement est complexe. Chaque jour, un nombre inestimable de personnes et de structures utilisent les œuvres des artistes sans payer les droits d'auteur. Cela s'appelle de la piraterie, donc un crime. Lutte contre la fraude toujours. Plusieurs tonnes de produits cosmétiques viennent d'être incinérées à cet effet. Garibou Pérou était à la séance d'incinération qui s'est déroulée sur le site de Kati. Son reportage. Cette incinération des produits cosmétiques contrefaits est évaluée modestement à 100 millions de francs CFA. Les produits ont été saisis dans les marchés de Bamako. La société H Cosmétique, qui a son siège en Côte d'Ivoire, est représentée au Mali par Universel Beauté, en est donc la victime de cette contrefaçon. Dans le cadre de la lutte contre la contrefaçon, la DNCC intervient pour effectuer des saisies provisoires. Suite à la saisie provisoire, nous transmettons les dossiers au parquet et le parquet prend une décision. La contrefaçon dont il s'agit a été faite au préjudice de H Cosmétique et de MN. Au niveau de H Cosmétique, le produit qui a été contrefait est l'abidjanaise, l'adjamenaise. Et au niveau de MN, la contrefaçon a porté sur un produit dénommé farignana, en farignement. Le tribunal de commerce de Bamako a établi une décision d'homologation des protocoles d'accord entre les deux parties. Il a été arrêté et convenu pour mettre un terme à ces comportements préjudiciables. Les produits ainsi incinérés font l'objet de conventions, d'où l'engagement du contrevenant de façon irrévocable et définitive à ne plus porter atteinte aux marques H Cosmétique tant par la production que par la commercialisation. Le directeur général de H Cosmétique estime sa perte économique à 1,5 milliard de francs CFA pendant ces 3 dernières années à cause de telles pratiques. Sur un tout autre sujet, plus de 168 millions de francs CFA, c'est la valeur de réalisation du centre de santé communautaire Sitandiara de Fala 2, c'est dans la commune de Niangalasso, dans le cercle de Kolondieba. Ce centre de santé devrait contribuer à satisfaire les besoins sanitaires des populations de la zone. Envoyés spéciaux à Fala 2, Moussa Fani et Adama Diakiti. D'une valeur de plus de 168 millions de francs CFA, ce joyau flambant neuf devra contribuer à la prise en charge sanitaire de plus de 12 000 habitants qui compte la commune rurale de Niangalasso. L'histoire retiendra ce jour 16 avril 2013 comme un jour heureux
amenant avec lui la santé, support d'un développement humain durable. En plus de l'infrastructure, il faut noter l'équipement technique ultramoderne, appareils échographiques, divers outils de travail nécessaires pour le fonctionnement d'un CESCOM. La nouvelle infrastructure bâtie sur une superficie de 2900 m² comprend 3 blocs, des salles de consultation et d'accouchement, une maternité et une pharmacie. Le CESCOM dispose également d'une ambulance. C'est ce que j'ai à dire à la population de Fala et la population de la commune de Nangarassou, du secteur de Konadjeba, de prendre soin de cette infrastructure, ces moments, ces bâtiments, ces matériaux, ils vont rester longtemps à améliorer la santé de la population. Un sentiment de joie par rapport à ce que j'ai vu ce matin et ce que j'ai découvert. Mon souhait est que je puisse chaque jour participer à les inaugurations. Faisons en sorte que nous ne décevions pas notre fils qui a tant peiné, qui s'est sacrifié pour nous offrir une telle réalisation. Donc la fréquentation de CESCOM, l'entretien de CESCOM et le maintien de son fonctionnement, un personnel de qualité, je pense que c'est la tâche que nous incombe à tous. Le CESCOM qui porte le nom de Sitandiara, maire de Donater, fait la fierté de toute la commune de Nangalassou, selon le maire de la commune. L'ONG Partenariat au développement du Mali, qui est aux États-Unis, a fait un don de médicaments au CESCOM. Voilà, c'est la fin de ce journal.